Alors bonsoir tout le monde. Merci infiniment d'être resté pour la dernière table ronde des Hypermondes sur le thème des planètes. Et justement, on va en parler des planètes puisque, comme l'indique le titre, et cette table ronde un peu plus légère, la science-fiction s'est permis toutes sortes de fantaisies pour créer des planètes de plus en plus délirantes et surtout des planètes improbables. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble avec nos invités et si dans l'imaginaire, tout est vraiment possible. Alors avec moi, qui fouille dans son sac, oui. Une autrice de science-fiction prolixe qui a gagné de nombreux prix, notamment pour Haute École, un de tes plus récents, il me semble, Sylvie. Donc Sylvie Denis. C'est pas exactement récent, mais il a eu le prix Julia Verlanger, oui. Et tu as contribué, si je ne m'abuse récemment, à une anthologie. Oui. Vas-y, qui s'appelle Amazonie spatiale. Où on a réuni 14 auteurs pour écrire sur l'espace et éventuellement produire des futurs optimistes et positifs. On a fait de notre mieux. Et on a vraiment besoin de cet espoir et que la SF propose et imagine des futurs un peu plus joyeux que celui qu'on a actuellement. Nous avons aussi avec nous le graphiste et l'artiste qui a réalisé l'affiche et tous les visuels du festival, donc sur le thème des planètes. Si vous n'avez pas vu l'affiche, vous avez le t-shirt donc, de Lionel Cazes qui vous montre ces visuels. Alors Lionel, vas-y. Eh bien, rebonsoir. On dit bonsoir, alors qu'il n'est pas si tard que ça, mais c'est juste qu'on est vraiment à la fin. fin. Ça en donne l'impression. On est en fin de festival, on a le droit de dire bonsoir. Donc bonsoir. Donc oui, moi je suis le graphiste attitré du festival depuis 4 ans maintenant. Je fais partie des membres fondateurs, organisateurs, etc. Le festival de Natacha, qui est discrètement de l'autre côté là-bas. Merci Natacha, notre présidente. Et moi je suis artiste illustrateur. Et j'ai... entre autres par rapport aux planètes, surtout à les rendre visibles quand les gens les décrivent à l'écrit. Voilà. Oui, puis tu es un grand fan de science-fiction aussi. Je suis un grand fan de science-fiction, je suis un grand fan des imaginaires, je suis un grand fan des 2 personnes qui m'entourent. Donc, je suis un petit peu... Tu es donc très bien placé. Voilà, je suis un petit peu intimidé. Voilà. Et enfin, notre dernier invité que vous connaissez sans doute, c'est Jean-Pierre Dionnet, donc co-créateur de Métal Hurlant, le magazine qui a révélé la BD au monde entier, la BD franco-belge au monde entier, qui nous a proposé pendant des années Les Enfants du Rock, qui a donc permis à beaucoup de jeunes Français de découvrir le rock'n'roll. Et tellement de choses qu'en fait, on pourrait faire une conférence juste pour présenter Jean-Pierre, qui est peut-être aujourd'hui la personne qui nous a transmis le plus d'imaginaire en France. C'est pas faux, mais je suis pas tout seul. Heureusement, ça fait beaucoup pour un seul. On est assez nombreux. Je dirais que ça commence avant moi, par la génération Guamar Sadoul. Sadoul était plus SF. Non, il aimait aussi bien Barbara Cartland que et des potins. Il était plus foie gras. Guamar était plus multicarte. Voilà. Et c'est eux qui m'ont appris en fait qu'on pouvait sauter à mouton dans tous les sens, en profiter de ce soir pour dire l'assassin est dans la salle. Mais je le dirai qu'à la fin, des trucs comme ça, puisque Guamar faisait partie de ces mecs qui a fait Normal Sup, et qui donc disait il faut que tu mettes Calembredaine et Chien jaune dans ce que tu vas dire maintenant, mais que ça paraisse naturel. Et oui, sinon c'est pas drôle. Alors j'ai abandonné parce qu'on y arrive, mais c'est du full-time. C'est quelque chose que tu peux refaire bientôt dans tes nouvelles chroniques que tu reprends sur Métal Hurlant. Oui, je vais reprendre des chroniques parce que il y a des petits éditeurs tout petits qui sans ça seraient à peine évoqués. Et puis il y a des grands éditeurs qui sont, on va dire, pas brillantissimes, qui éditent des livres auxquels ils ne croient pas. Parce qu'ils les ont récupérés, etc. Et là, des fois, il faut faire le point. Et il y a un truc qui est absolument extraordinaire. Ça, je l'ai vécu récemment avec un western écrit par une auteure française qui habite dans la Creuse, je crois. Alors, je lis au dos un western fantastique dû à une Française du côté des frères Cohen, avec un petit côté Harry Potter, un truc comme ça. Je me dis, bon, c'est quoi ça ? C'est un mauvais journaliste de SF. La couverture était très laide. Il y a des éditeurs chiens jaunes qui éditent vraiment des Calembredaine. Non, mais le livre était formidable. Des chiens jaunes, quoi. Mais il m'avait repoussé avec le dos, et je commence à lire, je me dis, je vais lire 2 pages.
Puis je me suis retrouvé à la page 196 en me Oui, disant, parce qu'il est bon le bouquin. voilà. C'est ça. Mais ils arrivaient avec le dos et avec la couverture à me dégoûter. Ça, il faut être comme extrêmement fort. Bah, éditeur, c'est un métier. Hein. Alors, on va revenir à nos planètes. Vous savez évidemment que dans science-fiction, il y a science, et souvent, on a l'impression, notamment quand on lit de la hard science, qu'il faut absolument, absolument que tout soit parfaitement scientifique, respectueux, technologique dans la science-fiction. Et du coup, puisqu'on a une autrice de SF avec nous, je voulais savoir, toi, Sylvie, quand tu écris de la SF, est-ce que tu penses qu'il est nécessaire de respecter les concepts scientifiques ou pas ? Alors oui. Moi, je fais partie des gens qui pensent que oui. Que la SF, c'est un exercice de spéculation rationnelle, du moins à la base, donc qui doit respecter les règles de la physique, les lois de la physique telles qu'on les connaît. Donc on sait à peu près par exemple, comment les planètes se forment, et de quoi elles peuvent être fabriquées, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement y trouver dessus. Après, ça veut pas dire qu'on va rester sans invention, quoi. Il faut aussi de la poésie. On a le droit une fois qu'on a posé les bases, après on a le droit d'aller où on veut, quoi. Et toi, Lionel, en tant que lecteur de SF, est-ce que tu as besoin d'une cohérence scientifique quand tu lis de la SF, ou par exemple, est-ce que la planète du disque monde qui évolue sur des éléphants et le dos d'une tortue, ça te perturbe pas plus que ça ? Je pense vraiment que c'est dans l'intention initiale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autrices, d'auteurs qui nous font le propos de vouloir faire de la hard science qui nous vendent un petit peu ça et qui souvent peuvent être du coup décevants puisque c'est ce qu'on attend. On attend un propos scientifique, on attend quelque chose de posé. Et s'il y a cette intention première, forcément, ça crée l'attente chez le lecteur. Quand on est chez Terry Pratchett qui nous propose un monde forgé sur 8 couleurs qui vont dessiner la magie, donc avec une planète qui n'est pas du tout une planète, c'est un disque monde posé sur... Enfin, on pourra redéfinir ce qu'est une planète, effectivement. Enfin, un disque monde posé sur des éléphants, posé sur une tortue immense qui traverse le cosmos comme ça. On sait d'emblée que, les attentes scientifiques, elles sont relativement minimes. Plus légères, on va dire. Pratchett, il y a vraiment des gens qui pensent que Pratchett, c'est de la SF ? Eh bien, écoute, moi, on me l'a mis dans le sous-titre de la table ronde. Oui, alors, du coup, j'en profite pour placer Pratchett. C'est toujours un plaisir de placer Pratchett. Oui, que j'adore. Si vous n'avez pas lu le disque monde, mais allez-y. Qu'il faut absolument lire. Ça, mais effectivement, c'est pas le seul monde impossible, parce que si on s'arrête à la SF pure, on a l'anomonde de Niven, des planètes complètement folles, il y en a. Il y a cette espèce de planète arbre aussi chez Tchaïkovski qui est juste délirante. Toi, Jean-Pierre, dans les mondes impossibles de la SF, lequel t'as le plus marqué, ou alors dans les premiers d'abord, peut-être je vais pas m'inscrire en faux. Mais je dirais que, je suis monté sur un supersonique à Mach 3 et j'étais content de vérifier la courbure de la Terre pour voir qu'elle était bien ronde, parce que je le croyais, mais c'est pas pareil de le voir. D'autre part, je me dis qu'à l'époque, on croyait que la Terre était plate, elle l'était peut-être, que c'est une question de croyance. Donc moi, je suis très très bien disposé. Alors j'aime bien les trucs scientifiques ultra pointus où je comprends pas toujours tout, où j'apprends des trucs. J'aime bien aussi les délires total, etc. J'allais dire que je suis entre Méliès, Teilhard de Chardin et je sais pas quoi, avec un côté conquérant de José Maria de Heredia. Mais je voulais tout de suite dire que pour moi, les planètes, c'est avant tout un disque de Holst, c'est l'époque de la symphonie du Nouveau Monde. Quelle merveille, oui. Qu'il fait admirablement les planètes, même celles qu'on ne reconnaît plus comme planètes maintenant. Ah là là. Petite là. pensée on l'aime pour Pluton. même si c'est plus une planète. Oui, Voilà. Il reste dans nos cœurs. Le dernier disque de Bernard Herrmann, qui est très connu surtout pour ses compositions pour Hitchcock, De Palma et tout, il a orchestré les planètes de Holst. Et quand on arrive au thème de Saturne, il dit clairement que c'est le thème de Vertigo. Et comme quoi la boucle se boucle. Mais je trouve que les planètes, ça reste ça et la symphonie du Nouveau Monde, qui parle de la frontière ultime, donc qui est aussi de la science-fiction pour moi. Oui, tout à fait. Je trouve que... alors, il y a toute une musique de SF, mais ça, on est 19e, fin 19e... Dvorak, il a écouté les chants indiens quand il fait la symphonie du monde, donc ça te coup c'est bizarre. Holst, il est frappadingue, mais passionnant. Il fait de la musique imitative, mais avec génie.
Et je me dis que c'est marrant parce que des gens qui connaissent, ils disent ouais bien sûr, des gens qui ne connaissent pas, ils sont emportés. Et on se trouve avec cette musique qu'on renie un peu parce que c'est du néoclassique machin, qui au contraire me semble, moi, être déjà la proposition de toutes les musiques de films. Ah mais on peut en parler à John Williams, hein, qui s'est Voilà, clairement inspiré de Holtz pour Star comme Wars. Jérôme Moros sur les grands espaces. Tiens, les grands espaces, ça pourrait être ailleurs. Et qui invente ce que referont les 7 mercenaires avec une autre rythmique. Mais déjà, Moros, c'est déjà ça. Le plus bel enregistrement que j'ai de la symphonie du Nouveau Monde, elle est produite, on est en 1947 par là, par un jeune producteur. Alors, le type qui est chef d'orchestre, c'est le mec qui va faire, que je dise pas de conneries, j'en dis des fois, il va faire, ah oui, quand les aigles attaquent, When Eagles Dare, Ron Goodwin, et le producteur derrière, il s'appelle George Martin. Et plus tard, John Lennon lui dira, comme tu as un passé autre que nous les Beatles, tu peux peut-être nous apporter des trucs que tu as appris avant. Et donc, en 47, John Martin, qui est donc pas un gamin, il commence à orchestrer du classique avant de se retrouver avec les Beatles. Donc, tout est circulaire. Tout est circulaire. Et puis, je suis en train d'imaginer dans ma tête une planète avec les Beatles et je me dis que ça serait quand même sacrément cool. Non, mais je crois qu'on a tous été adolescents, c'est normal. Certains le sont encore. On n'a pas le choix. Et moi, j'ai retrouvé un vieux cahier en fouillant. Je devais être un peu bradburien quand j'étais jeune. Et j'avais mis sur ce cahier « Je veux être enterré parmi les rois martiens ». Et donc, on évolue comme ça. Mais c'est vrai que quand on a 15 ans et que la mortalité paraît être une théorie tout à fait fumeuse, vouloir être enterré dans les canaux de Mars avec les rois martiens et tout, je me dis, ah, ce mec-là, il était peut-être pas à l'aise dans la vie, mais puis en plus, il en faisait 2 tonnes 5. Mais c'est moi. Oui. Maintenant, j'avoue qu'il y a des livres de hard science où je ne comprends pas tout, mais ça devient de la poésie pour moi. Je pense que le langage technique et scientifique peut, au bout d'un moment, sonner bien à l'oreille et par son étrangeté ou par le fait qu'on n'arrive pas à se représenter tous les concepts, a un côté un peu magique. De toute façon, la science et la magie, hein, c'est pas si loin, c'est juste qu'il y a des choses qu'on n'explique pas. Oui, si je peux rebondir sur ce que vient de nous dire Jean-Pierre. Déjà, vous voyez, en très peu de temps, on a posé la question que sont les planètes, qu'est-ce que la science-fiction, et on a réussi à aborder l'aspect littéraire, la description littéraire, la description scientifique. Moi, je fais du visuel, de la musique. Donc effectivement, on est vraiment dans le croisement de toutes nos formes de culture et d'expression culturelle. Et c'est ça qui est vraiment pour moi quelque chose de très très riche dans la science-fiction et dans les littératures de l'imaginaire. C'est pouvoir faire ces ponts entre différents médiums, différentes façons d'exprimer les choses, différentes façons d'exprimer des sensibilités. La musique en particulier permet d'exprimer beaucoup de choses. Et avec effectivement de la musique, on peut être déjà sur une planète, on peut être vraiment en orbite. Ailleurs en tout cas. Voilà, exactement. Alors c'est vrai qu'en plus les connaissances sur les planètes ont évolué extrêmement vite. Quand j'étais gamine, Pluton, c'était une planète. On ne connaissait pas les exoplanètes. On n'avait même pas le concept d'exoplanète. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des planètes partout. On sait qu'une planète, c'est sphérique, ça tourne autour d'une étoile. Et c'est presque ennuyeux parce qu'il y en a plein, mais elles sont un peu toutes pareilles. Du coup, si vous deviez imaginer une planète, sans tomber forcément dans les planètes donuts qu'on peut voir dans certains jeux vidéo, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans une planète ? Première chose que vous aimeriez voir sur une planète ? De l'eau. Oui, c'est super utile pour la vie. Oui, non, une planète, je serais bien dans une planète avec plein de Hawaï. Plein de Hawaï et des volcans. J'ai une idée comme ça c'est un texte qui n'est pas encore écrit. Mais il faut que je trouve pourquoi. Le problème, c'est qu'il faut que je trouve pourquoi il y a tout ce volcanisme et pourquoi il y a des volcans et des Hawaï. J'ai pas encore trouvé, mais je vais trouver. Et ce que je voulais dire à propos de Mars et du fait qu'on a effectivement les connaissances ont évolué. Mais moi, la planète à laquelle je suis le plus attachée sentimentalement, c'est la Mars de Leigh Brackett.
Et la Mars de la Braquette, ben, elle peut pas exister, elle a jamais existé parce que elle a été conçue à partir d'idées qu'on avait sur Mars dans les années 40 ou 50 et on pensait il y avait peut-être eu de la vie ou il y avait de la vie et du coup il y a toute cette mythologie de civilisation martienne disparues qui ont laissé des traces et ça j'ai toujours trouvé ça absolument J'ai toujours un peu espoir, génial. moi. Alors j'ai jamais pensé à l'enterrement par contre. Mais je retiens. Je retiens. Il y en a certains qui y pensent en ce moment. Hein. L'enterrement, non, mais y aller, oui. Oui, y aller sur Mars, on espère un peu l'enterrement au passage, d'ailleurs, pour... bon. Mais et toi, Lionel, du coup, Alors, une planète pour toi, qu'est-ce que tu mettrais dessus en premier? Alors ça, c'est très compliqué. Moi, j'ai tendance forcément à y mettre des trucs baveux et tentaculaires. Ça, c'est très bien. Voilà. Et puis, j'ai la particularité, contrairement... à ma consoeur ici, j'ai pas forcément besoin de poser un contexte, j'ai pas forcément besoin d'expliquer ce que je fais. Donc pour moi, c'est du dessin. Ça Les peut gens être interprètent, à peu en près fait. n'importe quoi. Ce qui a été intéressant cette année sur les planètes que j'ai pu dessiner, au départ, c'est vraiment parti sur un gag de demander aux gens de l'association. Chacun me donne une petite idée justement de quelle planète vous voudriez voir. Et on s'aperçoit que ça part un petit peu dans tous les sens, mais il y a quand même des gimmicks qui reviennent assez régulièrement. On m'a demandé énormément de planètes fracassées, détruites. Je ne sais pas si c'est dans l'air du temps, peut-être, j'espère que non. Mais ça revient très souvent. Et on voit facilement des choses qui apparaissent, mais qui en fait sont assez simples dans la pensée. Et je sais pas, c'est pas du tout... Tu as un exemple, par exemple, d'une des planètes qu'on t'a fait dessiner une qui m'a... Vous avez les affiches devant la médiathèque. Ouais, la première qui m'a été demandée, c'est par notre astrophysicien du groupe, Franck Celsis, que je salue au passage, mon copain, qui m'a demandé une planète croquée, voilà, comme une pomme. C'est Apple? Alors, beaucoup de gens y ont vu peut-être un symbole comme ça. Non, pas du tout, je suis pas financé par Apple, hélas, ou pas, je sais pas. Et on m'a demandé une planète licorne mais apocalyptique qui se détruit d'un côté, qui soit une licorne d'un autre côté. Donc, mais on est souvent sur cet agencement de plusieurs éléments ou sur des choses qui, la planète fromage, la planète disque, la planète, voilà. Ouais, quand on était petit, on était persuadé que la Lune c'était du fromage de toute façon. Oui, ça c'est dans l'imaginaire, ce sont des choses qu'on retrouve, qui reviennent sur la composition même de la planète. La planète arbre, la planète, mais qui renvoie à des choses qu'on connaît, qui ne sont pas forcément des choses scientifiques, mais qui renvoient plus à une forme d'imaginaire et d'imaginaire collectif qui est nourri en permanence et qui évolue en même temps que le savoir. C'est ça qui est assez intéressant. C'est que un des petits défis, ça a été effectivement de faire des représentations malgré tout. Représenter une planète, si on essaie d'être un tout petit peu collé à la réalité, c'est quand même une sphère, effectivement. Avec différents points d'éclairage, avec des zones d'ombre particulières. Je me rappelle d'avoir eu un gros débat avec les astrophysiciens sur la représentation de l'ombre d'anneaux d'une planète qui aurait des anneaux. Comment se projette l'ombre sur une planète sphérique. Les ombres des lunes aussi. Les ombres des lunes, etc. Donc, voilà, on peut vraiment croiser l'imaginaire et le savoir à ce moment-là. C'est vraiment intéressant. Et toi, Jean-Pierre, si tu devais imaginer une planète? Moi, j'allais dire qu'il y a une planète qui est déjà imaginée, que j'aime beaucoup. C'est dans ce film d'un grand metteur en scène, mais qui était devenu un mercenaire, qui s'appelle Robert Parrish, qui va faire avec les Anderson, les créateurs des Thunderbirds, cet étrange film avec Roy Tinos, qui s'appelle Danger, planète inconnue, où donc Roy Tinos des envahisseurs, donc Roy Tinos part parce qu'on imagine qu'il y a une autre planète du côté du Soleil dans notre axe exact, donc on ne la voit pas. Et puis, il s'écrase. Et donc, il ne sait pas où il est, et il réalise qu'il est sur Terre, et que c'est comme d'habitude, qu'il y a les mêmes gens. Il rentre chez lui, il y a sa femme, mais quand il veut appuyer sur le bouton de la lumière, il voit qu'il est du mauvais côté de la porte. Donc, il est sur la planète miroir, et personne ne le croira. Et Herbert Lhomme, qui s'occupe de lui, qui ne le croit pas, à la fin, va s'écraser sur un miroir dans sa chaise roulante, en se disant, mais on a découvert qu'on a une planète jumelle, mais personne ne me croira. Et je trouve que c'est à la fois très très petit, mais en même temps totalement vertigineux, parce que cette planète-là, effectivement, peut-être qu'elle existe, elle est dans l'axe exact,
peut-être qu'il y a exactement nous. Et j'ai même, je vais être très franc, je suis en train d'écrire une histoire où effectivement la Terre est plate. Ça va faire plaisir à 5000 platistes sur Facebook. Voilà, où il va y avoir du lectorat. Où effectivement on peut passer de l'autre côté et où il y a exactement les mêmes gens que nous, mais on sait que la règle, si on veut être accepté sur cette planète miroir, c'est d'aller immédiatement tuer son sosie local. Pas de doublon. Parce qu'on peut pas, voilà. Ça serait mon premier réflexe. Hein. Voilà, c'est le premier réflexe. Il faut savoir ça. Hein. Et certains disent aussi, dans la même théorie, que le vaisseau tombe éternellement, mais au ralenti, et que des générations naissent et meurent, parce qu'ils n'ont plus besoin de bouffer, pendant des millénaires, pendant qu'on tombe. Et donc, ouais, je suis très terre plate, là, aujourd'hui. C'est marrant parce que moi je suis plutôt terre creuse, peut-être parce que j'ai un imaginaire plus mais steampunk vous êtes nombreux, vous êtes nombreux. Moi, je suis persuadé qu'il y a des nazis et des dinosaures au centre de la Terre. Oui, mais les terres creuses, ça a été démontré. Ça a été vraiment démontré. Voilà. Il y a un film là-dessus. De toute manière, on est très petit pied parce qu'on est français. Quand on pense que les Chinois ont installé une base de l'autre côté de la Lune pour stocker des données, hein, quand même, qui ramènent du minerai, on ne sait pas ce que c'est, qui font peut-être des découvertes prodigieuses, on ne le sait pas et tout. On se dit, waouh, attendez. Et on en a parlé 2 fois dans le genre, ils sont de côté de la Lune. Et justement, j'ai une anecdote là-dessus qui est intéressante. Alors, Jean-Claude Dugnac, qui est parti là, me disait qu'il avait, donc il écrit des chansons, pas que de la SF, il avait signé un contrat chez Universal où les droits étaient garantis dans l'ensemble du système solaire. Et je lui dis, mais enfin, ok, mais de quel droit déjà Et puis pourquoi il n'y a personne dans le système solaire? Et là, il m'explique que justement, les Chinois commençant à émettre depuis la Lune, sans payer de droits sur ce qu'ils émettent, les fournisseurs de musique en fait commençaient à avoir les chocottes que l'art soit diffusé sans, puisque les droits actuels c'est dans l'atmosphère et pas en dehors de l'atmosphère. Donc c'est complètement fou, je trouve. Sur ça, j'en profite, puis je vais passer la parole parce que tu as cité le travail que tu as fait. Tu as travaillé avec Silène Edgar sur l'anthologie, le titre. Oui. Amazonie spatiale. Voilà, pardon, Amazonie spatiale. J'en ai parlé avec Silène Edgar, qui est autrice aussi, qui a participé aux Amazonies spatiales, et qui m'a raconté comment actuellement, en ce moment, il y a plein d'industriels qui pensent aux planètes, pas comme on vient de l'évoquer là, mais comme vraiment des choses qu'on peut exploiter, qu'on peut déjà industriellement peut-être s'approprier, avec une notion comme quoi l'écologie s'arrêterait sur Terre. Et ce que font les Chinois. Exactement, oui. Donc c'est vraiment d'actualité en fait quand on parle de... Là, on revient tout à fait les pieds sur Terre, mais en se projetant quand même un petit peu dans l'espace. Oui, mais c'est quand même délirant. Ouais. Oui, et ça reste délirant. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans un scénario de science-fiction. Non, c'est très, très réel. Voilà. Et moi, j'en ai parlé l'autre jour avec Taylor Swift, qui a eu effectivement une émission où les Chinois ont passé des chansons d'elle, mais elle n'a pas attaqué personne et tout. Parce qu'elle pense que c'est une excellente publicité d'être la première chanteuse qui a été émise de la Lune. Donc, sur le CV, c'est pas mal. Hein. Voilà, ça fait penser à Radio Caroline, c'est-à-dire à l'époque des radios pirates hors territoire. Et on va pouvoir faire des radios pirates chinoises, mais ils ont un très bon goût en musique, ou plutôt ils ne payent pas les droits la plupart du temps, ou ils payent des sommes forfaitaires, 2 millions de dollars pour Mission Impossible. Donc, ils vont finir par le faire, ouais. Mais moi, ce qui me fascine, je suis vraiment médiocre et mesquin. Ce qui me fascine, par exemple, c'est qu'on parle des planètes. Or, on est en train de faire le plus grand anneau de déchets spatiaux autour de la Terre. Et bientôt, c'est pour ressembler à Saturne. Voilà, bientôt, on ne pourra plus aller dans l'espace, tellement on a de poubelles en haute atmosphère. Et ce n'est pas des poubelles vertes et des jaunes triées, hein. Il faudrait déjà que les gens arrêtent d'envoyer des Tesla dans l'espace. Voilà. On parle toujours des mêmes, ceux qui veulent se faire enterrer sur Mars. Oui, Sylvie, comment tu vas faire alors si tu veux aller sur Mars, si on bloque la vue? Non, mais il y aura des entreprises qui s'occuperont de nettoyer l'espace, c'est évident. Les fossoyeurs de l'espace. Des nettoyeurs, des récupérateurs de déchets qui feront du recyclage. Parce qu'effectivement, comme on laisse des tas de déchets traîner, faut faire quelque chose, quoi. Ça finira par arriver. Mais c'est vrai que la première planète finalement qu'on voit et qui peut vous attirer, c'est la Lune, parce que
Les autres, elles sont toutes petites et elles sont loin, mais la Lune, on la voit, quoi. Donc, c'est vrai que moi, quand j'étais gamine, l'idée qu'on avait, c'était qu'il y aurait des bases sur la Lune, quoi. On m'a vendu les voitures volantes aussi en l'an 2000, j'attends toujours. Hein. Voilà, donc on a des drones. C'est pas tout à fait pareil. Mais, je suis pas encore prêt à monter dedans. Hein. Ils sont un peu petits, surtout ceux qu'ils ont. Il y a maintenant. Enfin, il y a toutes les tailles, mais bon. Oui, donc la première planète intéressante, c'est la Lune, quoi. Oui, mais du coup, bien que ça soit normalement, c'est pas une planète, oui, c'est pas une planète, c'est une lune, mais bon, quand même, elle est fascinante. Mais c'est vrai qu'elle est fascinante, même si comme ça, elle a l'air grise et juste avec des petits trous. Elle est moins exotique que des planètes qu'on a pu voir dans la SF avec des sortes d'anneaux ou des choses effectivement très plates, souvent armées de technologie, parce que dans la SF, pour justifier parfois qu'une planète ne soit pas ronde, on utilise des machines à gravité qui vont permettre de changer la gravitation à certaines zones, etc. Et ça, c'est vrai que souvent, que ce soit crédible ou pas, on n'en sait rien quand on est lecteur. Et après, moi, il y a un autre truc qui m'a toujours choqué dans le délire des écrivains sur les planètes, c'est les planètes monoclimat. Alors, on va citer des exemples, hein, Arrakis, Tatooine, Jakku, enfin, il y en a des milliers, et souvent, elles sont très désertiques. Et moi, c'est un truc, je sais pas, toi, en tant qu'autrice, mais est-ce que ça te perturbe pas d'imaginer une planète où il y a qu'un seul paysage et qu'un seul climat? Oui, si on est rationnel, effectivement, on ne devrait pas faire ça. Mais d'une part, c'est fascinant. Dune, c'est quand même un truc fascinant, quoi. Voilà. Mais l'ennui, c'est que si on décide effectivement d'être totalement rationnel et de décider qu'il y a plusieurs climats, et d'abord il faut réfléchir à la façon dont la planète, la taille, où elle est située, la distance de l'étoile, l'inclinaison, parce que ce qui fait qu'on a des saisons, par exemple, c'est l'inclinaison. Donc, c'est déjà, il y a du boulot, et ensuite il faut le décrire dans le bouquin. Donc ça prend de la place. Oui, ou prendre un illustrateur. Et voilà, ou alors voilà. C'est pour ça que la planète monoclimat, c'est vachement pratique en fait. Quand on a un empire de 1000 planètes, effectivement, voilà, une planète, un climat, c'est plus simple. Voilà, donc que de la jungle, que de la forêt. Que du désert, que de l'eau, que de la glace. Ou que de la ville. Il y a aussi des planètes. Il y a Trantor et il y a Coruscant dans Star Wars. Enfin, c'est pareil, hein, Trantor et Coruscant. mais voilà, oui, non, une planète entièrement couverte de vie gigantesque, ça, je trouve ça génial, mais bon. Et toi, Lionel, du coup, à dessiner, c'est un peu triste si tu dois faire juste un type de paysage. C'est forcément un peu triste. Alors après, c'est une réalité, hein, en astrophysique, effectivement, des planètes qui sont, alors je dirais pas tristes, mais un petit peu plus monotones. Il y en a quand même pas mal. Il y a juste des cailloux. Hein. Donc à dessiner, forcément, un caillou, c'est beaucoup plus simple, c'est moins de taf. Mais ça réveille moins l'imaginaire. Par contre, je repense à Dune. Sur le Dune, j'aurais envie de poser une question à tout le monde. Voilà, Dune, planète extrême. Parce que ça a été justement un des premiers grands débats. Avec beaucoup de gens autour de la table sur ce débat, qui étaient plutôt des acteurs de l'imaginaire et qui présentaient Dune comme étant une planète extrême, parce qu'elle nous est présentée dans le film ou dans le livre, surtout dans le livre, comme vraiment quelque chose où on n'a pas trop envie d'y mettre les pieds. On avait très chaud quand enfin, moi j'ai vraiment envie d'y aller, en vrai, de croiser des Fremen, tout ça, de me shooter à l'épice. Donc Dune, planète extrême pour les mondes de l'imaginaire, et en face encore un scientifique très froid qui nous dit non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout une planète extrême. Il y a des gens qui vivent dessus, il y a des bestioles dedans. Enfin, voilà, ce qu'il entend par extrême, c'est le fait que la vie puisse pas se développer. Pour lui, une planète extrême, c'est une planète où il fait 5000 degrés en permanence, avec éventement des refroidissements brutaux à moins de 100. C'est super difficile de raconter une histoire sympa si personne vit sur la planète. Difficile. Et ça devient difficile aussi à créer en termes d'illustration. Là, pour le coup, ça serait évidemment beaucoup plus facile de dessiner Dune que de dessiner, je pense à Pandora par exemple. Qui n'est pas une planète qui est censée être une lune. C'est une lune, oui. Voilà, c'est une lune. De Polyphème. Exactement. Polyphème, qui ressemble à Jupiter comme deux gouttes d'eau, voilà. Et juste un peu plus bleu. Bon. Et Polyphème est très facile à dessiner. Pandora, évidemment, serait beaucoup plus complexe. Parce que beaucoup plus vivace, beaucoup plus vivante, avec beaucoup plus de choses. Donc, plus difficile. Et toi, Jean-Pierre, du coup du coup, je dirais que là, je suis en train de lire une biographie d'Isaac Denison, où elle raconte son arrivée et son amour du Kenya qui a duré 40 ans. Et quand elle raconte le sol, les Maasai qu'elle aperçoit, les arbres gigantesques, elle dit « J'ai quitté la Suède pour habiter ailleurs ». Et donc, c'est le rapport à un truc, on est pourtant sur Terre, mais elle reviendra que pour mourir.
et écrire La ferme africaine. Et je trouve qu'il y a une nouvelle qui résume admirablement ça, qui est une vieille nouvelle parue dans Satellite de Van Vogt, qui s'appelle Le village enchanté. C'est un type qui arrive sur une planète inconnue, un planétoïde, et il sort de sa fusée, qui voit qu'il commence à être corrodé un peu, donc ça se présente mal. Il a son masque qui le protège, mais il voit bien que l'air est empoisonné, donc il garde son masque. Il s'approche d'une fontaine qui est une fontaine de méthane, et il se dit, ouh là là, bon, là ça m'a épuisé tout ça, je vais dormir un peu. C'est Van Vogt, il va très vite, hein. Et puis j'ai peut-être intérêt de repartir avant que ma fusée soit bouffée. Et le lendemain, il se réveille, il enlève son masque, il trouve que l'air sent incroyablement bon, et il va boire à la fontaine. Donc il a été transformé, mais c'est pas dit. Et donc c'était pour dire que tout ça c'est tellement subjectif et c'est même un peu terrifiant, parce que suivant qui va aller sur une planète et son but, j'allais dire qu'entre l'abbé Pierre, Elon Musk et Roland Lehoucq, s'ils arrivent sur une planète... Je sais avec qui je veux voyager. Hein. Voilà, oui, sur une planète, on est d'accord. Sur une planète, ils vont pas avoir la même approche. Évidemment, on est d'accord. Et ça, c'est l'humanité. Parce que moi, je trouve qu'on est un des animaux, c'est pour ça qu'on fait beaucoup, qui ont les sens les moins développés. Tout le monde, certains ont des yeux derrière la tête, d'autres sentent à 10 km, d'autres ont un goût incroyable, d'autres ont un odorat phénoménal. Nous, on a tout en médiocre. Oui, mais on a l'imagination. Oui, mais comme on a tout en médiocre, on fonce, on fonce. Oui, c'est pas le pouce opposable qui nous aide, c'est la médiocrité de nos sens qui nous permet d'avancer. Alors que si on était un lion, on se dirait c'est pas la peine d'aller là-bas. Si on était une mouche, on se dirait je vois très bien derrière, ça n'a aucun intérêt. Donc on serait peut-être plus dans la contemplation. Et je pense que la médiocrité de l'animal humain, fils du cochon et pas du singe, comme raconte cet idiot de Darwin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se greffe du cochon et pas du singe. Je trouve que la médiocrité de l'humain nous a permis d'avancer beaucoup, mais en même temps, elle me fait peur, parce que c'est vrai que, bon, quand je vois Elon Musk habillé comme Dantron, qui dit qu'il va aller mettre des voitures dans l'espace, je me dis, ah, ça commence extraordinairement mal. Mais ça se passe comme dans le bouquin. Ça commence comme une mauvaise dystopie. Mais ça commence comme la tour de verre de Silverberg, où le type veut faire une tour gigantesque pour aller dans l'espace et tout, etc. Et où les androïdes qu'il a fabriqués se révoltent. Parce que eux, comme ils sont devenus sentients, donc il y a une génération donc, de la fin de l'âge d'or, les Silverberg et autres, les j'allais dire, Fritz Leiber, tout ça, il y a tout d'un coup une inversion des valeurs, c'est-à-dire du but des humains, et soit de leur transformation à l'Isaac Denison au Kenya, soit de leur évolution face à quelque chose qui va les changer. Alors, j'ai bien peur que les sociétés Apple ou LMVH ou tout ça qui nous confortent ne soient en fait les grands gagnants, parce que les pays sont nominaux maintenant, mais on se prosterne. Le cyberpunk nous a appris ça, hein, que voilà, ce serait un pays serait gouverné par des sociétés, pas par des pays. N'importe quel gouvernant se prosterne devant Bill Gates ou devant tel Chinois et tel autre. Hein. Donc la réalité, c'est qu'on a gardé la notion de pays alors qu'on pourrait parler de principauté. Et je suis très curieux. Alors d'abord, pour revenir au tout début de ce que tu disais, est-ce que le futur est positif ou pas? J'en sais rien, mais je sais que quand il y a 45 ans, on devait faire un numéro sur le futur, j'avais repéré les dessinateurs qui commençaient à dire « Ah, on va tout déballer et tout ». Et au début de la réunion avec les dessinateurs, j'ai dit « Vers un futur heureux ». Et bien tout d'un coup, il y en a plein qui étaient bien embêtés. Et est-ce que le futur sera heureux ou malheureux? De toute manière, toutes les époques autour des fins de millénaire, 100 ans avant, 100 ans après, sont catastrophistes. Je ne dis pas qu'on n'est pas dans la catastrophe, je dis que le premier millénaire, c'était la fin du monde, que le deuxième, c'était la fin du monde, et même on allait perdre, au moment du passage à l'an 2000, on allait perdre nos ordinateurs, alors que le pape Grégoire III avait changé la naissance du Christ de 3 jours. Hein. Donc déjà, le pragmatisme n'était pas le même. Faute si on est chrétien. Et puis après, on a vu que les ordi continuaient à marcher. Donc on est
On est dans une folie totale. Et oui, et c'est peut-être pour ça qu'il faut imaginer peut-être des choses un peu plus farfelues, parce qu'on a quand même, justement dans l'imaginaire des dernières années, des choses ou extrêmement sombres, avec le cyberpunk et puis toute la mode des dystopies pour adolescents à la Hunger Games qu'on a mangé pendant 20 ans. Et en parallèle, moi, dans les romans actuels que je lis, même s'il y a du solarpunk et des choses ultra positives, il y a quand même pas beaucoup de monde délirant avec des planètes licornes, comme tu disais, ou en chewing-gum, ou je ne sais. Et ça manque un peu. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est vrai, parce que là, je suis en train de me creuser le cerveau et de chercher, mais non. Mais c'est vrai que je cherche. Mais, alors, du coup, moi, j'ai 2 œuvres à vous proposer, si vous les connaissez pas. Alors, c'est dans mon domaine, c'est de la bande dessinée, et ça rejoint plusieurs choses qui ont été dites. Le premier, c'est Planète. C'est un manga. Honnêtement, à cette heure-ci, je suis incapable de vous citer le nom de l'auteur. Et qui explique vraiment de manière un petit peu presque terre à terre le quotidien de gens dont c'est le métier d'aller nettoyer l'orbite terrestre de tous ces déchets qu'on a laissés balancer en permanence. Et on suit le quotidien de ces gens qui ont un métier quand même qui est extraordinaire, parce que ce sont des cosmonautes, ils partent dans l'espace. Et en fait, non, ce sont juste des éboueurs de l'espace. Et vraiment, le manga est très très bien fait, il est très crédible. Faut que ce soit dessiné par Manchou, ça. Tellement bien les éboueurs de l'espace. Ça serait quelque chose, dessiné par Manchou. Et le deuxième, c'est beaucoup plus récent, c'est Frontières de Saint-Gelin, qui est un auteur français, qu'on aurait presque pu avoir cette année. C'est dommage. Qui est vraiment, enfin, l'album a été de multiples fois récompensé, et qui raconte aussi ce qu'est l'industrialisation, la gestion industrielle de l'exploration spatiale, avec des milices mercenaires qui sont là, évidemment, pour mettre de l'ordre de manière un petit peu musclée, un petit peu froide. Et le premier abord, il peut être, ce qu'on disait, un petit peu glacial, parce que c'est cet avenir dont on a tous peur. Et il arrive quand même à y mettre beaucoup de poésie et à y placer des personnages qui vont réussir à transcender tout ça, qui vont être transformés eux aussi par ce qu'ils font, par ce qu'ils visitent, par cet ailleurs, qui vont y apporter quelque chose, mais être transformés. Je vous spoil pas trop l'histoire, mais avec quand même vraiment un regard qui permet d'être encore optimiste en se disant on peut encore faire des choses. Voilà, il faut le faire. Du coup, tu me fais penser à un univers. Là, c'est un univers de jeu de rôle. Et on est dans le système solaire dans un futur assez proche. Et c'est pas les Américains qui ont gagné la conquête spatiale, c'est bien les Russes. Et donc ça s'appelle Star Marks. Et donc tout le système solaire est communiste. Et du coup, imaginez le look des vaisseaux, l'ambiance bétonnée des planètes. Et au final, c'est tellement écrit avec humour et dérision que c'en est délirant, avec des choses qu'on connaît, des choses extrêmement proches de ce qu'ont pu vivre les gens en Europe de l'Est, par exemple, dans les années 80, mais dans l'espace. Et ça marche aussi. Mais ça aussi, enfin, sur la projection des imaginaires ou de la science, le croisement, encore une fois, ce que je disais, d'y amener des choses qu'on connaît et d'en faire un univers possible, c'est quelque chose qui est très très récurrent. Même quand on me demande des dessins, très souvent, il est assez facile de voir d'où ça vient. Et il y a quand même des images qui ont été ancrées, qui ont beaucoup marqué l'imaginaire. Et évidemment, l'univers soviétique en fait partie. Ouais. Alors, moi, ce qui m'avait fasciné il y a maintenant une quinzaine d'années, peut-être, c'était Phobos de Victor Dixon, parce qu'il parlait d'un truc qui est tout à fait possible avec une boîte internationale comme Fremantle, c'est de conquérir Mars, mais de le retransmettre en direct comme tous ces trucs télévisés. C'est le loft. C'est le loft. Et alors, Phobos, il y a 4 volumes. Et un des problèmes, c'est, alors que c'est très difficile, que des fois le réseau est coupé, etc., c'est de trouver un endroit où on n'est pas sous les caméras, soit parce qu'il y a eu une catastrophe et qu'on ne veut pas l'annoncer, soit parce que quelqu'un ne veut plus rester dans le jeu, mais il est sur Mars, il ne peut rien faire. Et je me suis dit, ça, c'est assez probable qu'on fasse le loft sur Mars. On l'a fait seul sur Mars déjà, ouais, c'était pas mal. Ou le Bachelor sur Mars, et je suis sûr que des gens y pensent. Je suis sûr qu'ils sont en train de se dire que c'est tout à fait possible. S'il y a de l'argent Moi, j'avais à se parlé une fois avec Norman Jewison, quand il a fait Rollerball, qui était super, donc, comme tous ces films,
comme avant le film avec Sidney Poitier, comme après Jésus-Christ Superstar. Il n'a jamais fait de science-fiction, il a fait que celui-là, qui était prophétique. Et il m'avait dit, j'étais horrifié, parce que j'ai fait ce film en montrant comment on pouvait abrutir le peuple avec des jeux, alors que les rois étaient au-dessus et qu'il y avait 1% qui avait tout. Ah tiens, ça m'avait pensé quelque chose. Et que les 90%, 99 n'avaient rien. Et il me dit, il y a 4 personnes qui sont venues me voir pour me dire on voudrait copyrighter le jeu du rollerball pour le lancer en Amérique. Donc... J'espère qu'ils n'ont pas fait ça pour Running Man au passage. Et voilà, mais voilà, ils l'ont pas fait. On y vient doucement. Ils l'ont pas fait, mais James Caan disait que ça finissait donc sur le triomphe de l'individu dans le sport, qui était lui, Jonathan, et que donc c'était le début de la révolution. Il dit, puis j'ai été déçu après, parce que je croyais qu'on allait faire la suite, et Jay Wilson ne l'a pas fait. Ben, Jay Wilson savait très bien que Jonathan, ça allait provoquer un contre-coup, et c'était pas sûr que ça allait provoquer la révolution. Et quelle révolution d'abord? Oui, moi ce qui m'obsède, c'est moins les planètes que nos rapports aux planètes. Oui, l'intention derrière. L'intention derrière. Alors, est-ce que on peut se dire que on va vouloir migrer sur des planètes pays qui sont de notre obédience? Oui, une planète indienne, une planète Bélouchistan, une planète Amérique, bien sûr, une planète russe, évidemment. Pas, hein. Mais déjà, ça fuit, parce qu'il y a forcément des gens qui vouloir passer l'une l'autre. Il va y avoir des migrants. Le problème, beaucoup moins facile de traverser l'espace en nageant. Oui, c'est dans des bouteilles scellées, un migrant désespéré. Dans le coffre d'une Tesla. Voilà, non. Oui. Non, mais c'est une vraie question qu'on peut se poser parce que à l'heure où, par exemple, l'IA se développe et où les intentions sont de nous remplacer, nous créatifs, plutôt que de nous remplacer pour les tâches pénibles, on peut imaginer pour les planètes la même chose. Alors déjà, on n'en a qu'une pour l'instant de viable, mais qu'est-ce qu'on va faire des suivantes si on les atteint? Est-ce qu'on va les dévaster? Est-ce qu'on va les piller? Est-ce qu'on va les coloniser? Alors, juste, je voudrais montrer mon t-shirt. Il y a marqué Decolonize the Future. Vous avez un éditeur de SF italienne qui était sous les tentes tout le week-end, Francesco, et il publie notamment des nouvelles d'un peu tous les pays, et il y a une trame politique derrière qui est quand même celle de peut-être, si on pouvait éviter de faire aux autres planètes ce qu'on a fait subir à la nôtre, ça serait pas mal. Et je pense qu'il y a une vraie réflexion là-dessus dans la SF actuelle. Si on veut imaginer un futur viable, il implique forcément de respecter les planètes sur lesquelles on risque d'aller, quoi. À commencer, les planètes et les lunes, on va les annexer. Vu qu'on commence à poser des sondes sur la Lune, effectivement, si ça se développe, si des fous furieux comme Elon Musk arrivent à faire ce qu'ils disent qu'ils vont faire, on ne sait pas encore, allez savoir ce qu'ils iront construire sur la Lune ou sur Mars. Puisque ça semble être les visées des Américains d'aller dans des années assez proches, d'aller sur Mars. Ouais. Bon, après il y a ce qu'ils déclarent et il y a ce que les programmes deviennent réellement. Donc dans le futur proche, je ne me fais pas d'énormes inquiétudes sur le fait qu'on va contaminer la Lune ou Mars avec nos microbes. Après, on ne sait pas, parce que malheureusement, ça coûte cher. C'est techniquement très difficile. Et les distances sont énormes. Donc, ce qui est intéressant, c'est de sauter l'obstacle et d'imaginer que la technologie a avancé et puis que hop, on a résolu tous les problèmes et tout va bien. Oui, mais j'allais dire que entre ceux qui disent occupez-vous de la Terre d'abord, pourquoi on irait sur Mars alors qu'on est en train de saccager la Terre, qui sont les mêmes qui disent que pour ne plus polluer la Terre, comme on aura bientôt plus de minerais rares au Congo, faudra peut-être aller le chercher sur Mars pour avoir des voitures électriques écologiques. Je me dis, mais on est parti dans quoi? Alors, je crois qu'il faut sortir de ça, parce que tous les explorateurs
vers l'ouest, la découverte des Indes, tout ça, etc. Il y a eu pour partie des prédateurs et pour partie des gens que ça a complètement transformé. Et des rêveurs. Et des rêveurs aussi. moi, je préfère croire aux transformateurs, pas électriques, mais humains. C'est-à-dire, je pense que j'avais adoré, en gros, un des livres de ma vie, c'est L'île des morts de Zelazny, où le type revient dans la baie de Tokyo, qui n'était pas polluée à l'époque, mais qui l'invente polluée. Et il dit tout simplement, il dit, je suis immortel, je possède toutes les planètes de cet endroit-là, et j'ai envie de revenir faire un tour sur Terre. Et on croit à son immortalité, on croit au fait qu'il possède toutes les planètes, et il s'incarne en quelque sorte dans la baie de Tokyo qui est bien abîmée. Et on se dit, et en fait on découvre un personnage tout puissant, mais vulnérable, qui a tout vu. Ça précède Blade Runner. Et c'est déjà le personnage de Blade Runner, le robot Rutgerer. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui on le sent, qui a vu des choses incroyables. C'est dans le Zelazny. Quand il dit « J'ai été dans les ouragans de feu qui traversent Bételgeuse, j'ai été autour d'étoiles qui étaient beaucoup plus petites que moi, et j'étais à un point quand j'ai traversé telle planète qui m'appartient également, car je suis le roi de presque toutes les planètes, mais là, je vais redevenir humain une dernière fois pour revenir, etc. » Donc, soit on la joue les conquérants de Heredia, ouais, moi je jouerais bien les conquérants de Heredia, parce que ça commence quand même blablabla, etc. Et puis la fin, c'est les vents ignorés, etc. Et de Palos, de Minos, etc. Et regardez monter du fond de l'océan des étoiles lointaines. Et des étoiles nouvelles. Ça, c'est un des plus beaux poèmes, je trouve, de la littérature française. Ça commence d'une apparente cruauté. C'est un cubain, hein. Ça commence d'une apparente cruauté et ça finit par des conquérants, des mercenaires presque, qui sont transformés dans leur voyage. Donc, si on doit voter, parce qu'on est dans un jeu télé, ici vous êtes filmé, je pense que tout cela étant plus grand que nous, les plus grands connards qu'on a, etc., risquent d'être débordés. Et il se peut très bien qu'il se passe des choses bien, parce que qu'ils aient réglé le problème de tel pays, de tel autre, etc. Je suis désolé, mais Apple, à part émettre de Vénus, ils vont pas vendre des ordinateurs aux Vénusiens ou des iPhones. Les autres, ils n'ont pas besoin. Ça fondrait sur Vénus. Voilà. Ils n'ont pas besoin de iPhone. Ils sont en communication constante. Là. Donc, je pense que ça peut... Alors, moi, en fait, j'ai dit tout le contraire tout à l'heure, mais il faut absolument dire le contraire de ce qu'on pense, parce qu'on pense le contraire de ce qu'on dit. C'est la minute philo. Voilà. Ça fait 3/4 d'heure de philo, là. Je pense que par rapport à cette grandiosité, tout est possible et que l'espace est infini. Alors, bon, c'est vrai que la Lune, c'est un but proche, mais c'est très marrant parce que, par exemple, quand il y a la pleine Lune, je lavais du linge au Maroc, on me dit « Oh là là, jour de la pleine Lune, il faut jamais du linge, ça portait horriblement malheur. » Bon, je me dis, ah tiens, ça c'est les vieux mythes lunaires, et il y en a de tout, etc. Alors plus on s'éloigne, Mars, bon, on avait les rois martiens, les canaux, il n'y a plus de canaux, on s'en fiche. Bon, Pluton, on sait ce qui lui est arrivé, hein, parce que c'est pas une planète. Bah, moi, je suis désolé, mais moi, je garde Pluton. Hein. Tout le monde garde Pluton, en fait. Tout le monde garde Pluton. C'est le dieu de la mort. Enfin, à un moment, j'ai pas envie de le fâcher, quoi. Voilà. Et puis, il y a tellement de milliards de planètes. Alors, en fait, ça revient au plus vieux débat de la science-fiction de tous les temps, insoluble. C'est comme quand on dit la différence entre science-fiction et fantastique. On en a pour la nuit, on ne tombera pas d'accord. C'est sur les 1000 milliards de planètes, et non pas de tapis de cheveux, sur les 1000 milliards de planètes, est-ce qu'il y a d'autres vies ?
Moi, je dirais oui. Moi, Moi, je dirais oui. j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'on soit tout seul. Bah oui. Par ça me contre, je suis pas forcément mécontente qu'on les croise pas parce que je suis très fan de la licence Alien et si ça se passe comme ça, on est mal. Le jour où la Terre s'arrêta aussi est une Oui. vision assez sympa de Alors, nos c'est rencontres. l'inverse là, Oui. où finalement c'est l'humain qui se montre pas à la hauteur de l'ambassadeur alien qui débarque. Ah non, mais de quoi. toute façon, c'est sûr. Hein. C'est Oui. sûr. Alors, je croirais presque aux soucoupes volantes. Je pense que si on était prêt, ils nous accepteraient. Mais que comme ils voient qu'on est passé d'un moment, on se foutait sur la gueule dans des grosses préhistoriques, où on se fout sur la gueule maintenant avec des bombes atomiques. Non, ils nous regardent à la télé. Ils se en se tapant disent, sur bon les là, on cuisses. va peut-être attendre encore. Pas mal. Parce que... il y a peut-être eu des civilisations avant nous éteintes, et peut-être qu'Atlantis, ça a été quelque chose qui a existé, qui est mort, etc. Bon, on ne peut pas dire qu'en tant qu'individu, on est bien ou mal et tout. En tant que collectivité, On comme peut faire disait mieux. John Ford, réunissez 10 hommes braves et généreux, faites-en un jury, et ils pendront le 11e. Parce qu'on se cache C'est bon derrière la film. masse pour montrer ce qu'il y a de pire en nous. Alors vous allez me dire, mais c'est terrible parce qu'on vote tous en fou. Oui, bah d'accord, je suis comme Élisée Reclus. Alors Élisée Reclus, lui, il disait, je suis contre le suffrage universel. Plus il se penche sur nous, plus après, quand on lui donne le pouvoir, ils prennent tous les droits et ne nous accordent rien. C'est tellement Mais d'actualité. Voilà. Mais comme la conclusion d'Élisée Reclus, c'est je suis donc contre la royauté, contre la démocratie. La seule solution, c'est le sang. Bon, on va laisser Élisée Reclus chez lui. Mais d'un autre côté, comme je disais souvent quand j'allais à la radio anarchiste, je disais, moi, en fait, ce que je préfère, c'est l'anarchie, mais j'y crois pas parce que l'homme est mauvais. Et le fourriérisme, il y a Fourier au milieu. Donc déjà, c'est foutu. Alors je pense qu'on n'est pas adultes. Non. Alors attends, ils peuvent très très bien nous accepter comme un monde adolescent éternel et nous surveiller gentiment. Est-ce qu'ils sont humanoïdes? Est-ce qu'ils sont trapézoïdes? Et est-ce qu'ils sont comme nous dans un univers Est-ce parallèle? qu'ils Il y a sont- voilà, peut-être un est-ce qu'ils festival sont- Hypermonde dans un Voilà. univers Est-ce- parallèle est- où est-ce- ils discutent de Ils la sont en même train de se chose. demander, mais que dit Jean-Pierre Dionnet? Est-ce que lui, c'est le truc qu'on croit être un truc d'incendie, c'est le grand zorgue et tout? Tout est possible. Tout est ça, possible. Et honnêtement, c'est ce que je trouve fascinant avec la SF et avec tous les débats qu'on peut avoir, quel que soit le sujet, c'est qu'en fait, l'imaginaire n'a absolument aucune limite et que parfois on se bride parce qu'on veut quelque chose de cohérent, de scientifique, mais qu'au final, qu'est-ce qui nous empêche d'imaginer ce qu'on veut? On n'a absolument aucune contrainte. Non, on peut faire ce qu'on veut effectivement, mais après on peut pas toujours l'appeler science-fiction, mais c'est pas grave. Hein, moi ça me dérange pas du tout. Moi, c'est pas- pardon. Moi, si je voulais devenir riche et que j'ai un peu de temps devant moi, je crois que je fonderais comme la scientologie. J'ai connu Lafayette Renubarde, grâce à Jacques Sadoul et à Robert Heinlein. Quand je l'ai dit à des scientologues où j'ai acheté un livre avec une tour de Frazetta, ils ont dit, vous avez connu. Hein et alors après, chaque fois que je passais dans la rue, ils faisaient... J'étais l'homme qui connaissait Dieu. Et moi, je fonderais bien une religion quantique. En disant, si vous êtes malheureux de ce monde-ci, il y a un autre où vous êtes très très heureux, mais il y a un monde où vous êtes plus malheureux, donc pensez que vous êtes plutôt dans la moyenne, mais envisagez que vous êtes roi de la terre sur l'autre. Lionel, faut que tu fasses le logo Voilà. de cette religion. Oui. Et donc, On est dans la boîte, on n'est ni mort ni vivant. Voilà, c'est un donc petit si peu vous l'idée, me ouais. donnez la moitié de votre salaire tous les mois, Ben, il vous reste l'autre moitié. Ça va pas faire grand-chose. voilà, je vous amènerai progressivement, mais il faut vraiment vous initier, c'est beaucoup plus cher, une espèce de rêverie quantique où vous vivrez dans les autres univers et vous partagerez tous vos mois. Ici, vous êtes mort, ici, vous êtes l'empereur de la Terre, ici... Pour vous les êtes- futurs fidèles, venez me voir. Voilà. Et On Je vous accepte accueillerai. les ribes. parce que j'ai entendu des gens à la télé, scientifiques, des scientifiques de télévision, hein, dire Pas des oui, vrais, du mais coup. grâce à ce que je sais des univers quantiques, à Fringe, grâce à ce que je sais, en fait, on n'est ni mal loti ni bien loti, mais ailleurs, on est loti autrement. Donc, c'est une leçon par rapport aux gens qui se sentent trop arrogants ou trop malheureux. Attends, il me lance une religion à la gueule. Alors, Religion on crée une science, ils en font une religion. Alors oui, à ce moment-là, autant que moi je la lance, mais c'est un peu tard en saison. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour être gourou. Hein Il n'y a pas d'âge pour être gourou. Mais je crois que ça marcherait. Hein.
Mais Je c'est suis sûr. pratiquement sûr. Enfin, il y a des gens qui ont acheté une crème quantique. J'espère Oui, qu'il y en a, oui, enfin, oui, s'il y en a oui. dans la salle. Je vous rassure tout de suite, elle va pas fonctionner comme vous l'espérez. Alors, raconte Mais cette si elle va histoire. fonctionner. Une crème Eh ben, quantique. si elle va fonctionner. Pas comme les gens l'espèrent, c'est ça la petite à la nuance. sortie. Voilà. L'intention de départ. À la sortie, l'important, c'est que vous donniez une somme ridicule, genre 50 €. Et votre contact. Et je reviens sur vous. Et les premiers quantiques, C'est moi qui prends ça sera le l'argent, quantique. hein, on est Ça d'accord. sera le quantique des quantiques. Les premiers quantiques seront évidemment, en quelque sorte, on va pas dire des apôtres, mais des disciples fluides proches. Donc, on se Des voit à la disciples sortie. intriqués. Et l'écoutez pas. Je crois qu'on l'a, notre planète délirante. Hein. Elle est Voilà. partie. Ouais, ouais, ouais. Et donc, on Nous se vous revoit à la promettons sortie. l'intrication. Et si vous allez sur Mars, ce n'est pas un problème. Si vous voulez que Mars disparaisse, ce n'est pas un problème. Dans un autre monde, vous êtes à la fois Loana, Elon Musk et le général de Gaulle, Ava Gardner. Vous êtes et vachement Brigitte mal barré, Bardot, quand même, hein. Jeune, ou Simone Veil. Vous C'est une choisirez- chimère, là, du coup. C'est une chimère, faut la dessiner. Non, au départ, quand on a fait cette table ronde, vraiment, on savait pas du tout de quoi on allait parler. On s'est juste dit, il y aura Ah, Jean-Pierre oui. Dionnet, ça va être Non, top. mais du coup, comme on en est là, autant leur dire Et la vérité. le Moi, j'ai titre- appris hier que je Non, faisais non, cette non, table j'étais pas ronde parce censé que vous le Lloyd dire. Cherry est parti. Oui, oui. En Il plus, nous on a a- abandonnés. Voilà, moi j'étais censé faire des dessins en cours de route que vous auriez vu sur l'écran, tout ça. Enfin bon, bref. Moi, j'ai demandé à pas savoir le sujet du débat. Voilà. Et on avait juste le titre. On avait juste le titre. On s'est dit, c'est la dernière, on peut se C'est ça. permettre. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a quand même parlé de beaucoup de délires et que, enfin, la plupart de ces délires, Ils sont pas loin de la réalité. ils sont très très proches de nous. Et ce sont des délires très ancrés dans l'humanité, très ancrés. Enfin, quand on parle de délirium, enfin, et qu'on a cité quand même 10 fois Elon Musk dans la. Enfin Je voilà. pense vous- qu'il a l'oreille qui. Ouais, Voilà. faut reconnaître, voilà, c'est ça. Les planètes délirantes, en fait, vous êtes tous dessus. Voilà, Oui. la planète délirante, on y est. Et, Donc, faire et pire que l'avenir, ça- et l'avenir qu'on se prépare, il faut qu'il soit délirant dans le bon sens. Oui, C'est ça oui, qui mais peut c'est être- possible, c'est encore Et- possible. et En c'est- adhérant à notre nouvelle religion quantique. Mais c'est pas nous. Parce que nous sommes le reflet de ce que vous voyez chez nous. Nous sommes une espèce de centrale d'énergie que vous provoquez. Donc tout ce qu'on dit actuellement, c'est ce que vous pensez et qu'on se contente de verbaliser. Nous ne sommes pas du tout responsables de nos paroles. Donc c'est vous Tout à fait. qui pensez tout ça. Nous, on le dit, mais on le dit non pas contraint, mais médioniquement. Monsieur là. Oui, je sais, monsieur là. Hein, Il faut se lever normalement, Jean-Pierre, pour faire ça. Monsieur, là. Voilà. Levez-vous, venez à Mais moi. vous êtes- Venez à moi. Mais monsieur Je sens là, votre monsieur esprit. là, On vous est n'êtes- sur la télé monsieur là, brésilienne vous n'êtes avec pas des le pire. téléévangélistes. Vous n'êtes pas C'est la- le pire. C'est la Vous planète. n'êtes pas le pire. La planète. Je vois, C'est ça. je vois. Non, j'ai rien vu. Excusez-moi. Il y a parmi vous des gens dont je sens les ondes négatives. Je n'oserais me prononcer. Je sais. Quelque part devant moi. Natacha me réinvitera jamais. Natacha me réinvitera jamais. Voilà. Natacha me réinvitera Elle est jamais. où Merci. C'est mon Elle est mantra. partie. Si elle Je est là, suis en train elle de est là, me oui. crier grave avec Natacha. Non, Non, Natacha, non, Natacha elle a attend voté pour parce ça. qu'il va falloir conclure, messieurs. On Ah, prendra bien. les adhésions pour la religion quantique dans quelques Voilà. minutes en fin En de salle, liquide, ne vous s'il vous inquiétez plaît. pas. Merci. C'est un pourcentage de votre salaire, on vous a expliqué tout à l'heure, 50%, ça me paraît relativement Non, honnête. Pour 50 s'assurer le- € à la sortie. 50 Oh, euros. ça va. Non, mais alors Pas là, c'est 50% de cadeau. votre salaire. Les C'est le prix 50 festival, les peut-être. 50% de votre salaire, c'est En plus liquide, tard. hein, pour le processus C'est plus Ah, c'est d'écoulement. pour tard. tout ça. l'initiation. Merci tout le monde. Merci à vous de nous avoir supportés.